Imagine la scène. Un ministre français monte sur scène à Berlin et pendant qu'il énumère les pays qui rêvent de rejoindre l'Europe, il glisse, avec un sourire en coin, que le Canada finira bien par s'y mettre un jour. La salle rit, puis elle applaudit. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, un sondage révèle qu'une majorité de Canadiens se disent prêts à y réfléchir, tandis que le Parlement européen vote un texte qui appelle au rapprochement et décrit le Canada comme le pays le plus européen en dehors de l'Europe. Voilà l'idée qui flotte dans l'air du temps. Et si le Canada quittait l'Amérique pour épouser l'Europe, un divorce avec Washington et un mariage avec Bruxelles? Sur le papier, ça ressemble à une délivrance. Mais d'où vient-elle, cette idée? Elle naît de la peur, d'une année de tarifs et de menaces, d'un voisin du Sud qui parle désormais du Canada comme de son futur 51e État. Le pays découvre alors, un peu tard, que sa prospérité bâtie sur le marché américain est aussi une laisse. Alors il rêve de fuir. Sauf que cette idée pose la mauvaise question. La vraie question n'est pas de savoir si le Canada peut rejoindre l'Europe, mais si un pays, n'importe lequel, peut vraiment choisir ses voisins. Et sur ce terrain, l'économie répond sans détour. On ne déménage pas un pays. Alors aujourd'hui, on enlève le costume, parce que ce débat n'a presque rien d'économique. C'est un thermomètre, et ce qu'il mesure, c'est la peur d'un pays devant son voisin. Commençons par le plus simple, le mur juridique. Les traités européens réservent l'adhésion aux États européens, et le mot paraît limpide, mais il laisse en réalité une marge d'appréciation politique. La Turquie le montre bien, car l'essentiel de son territoire se trouve en Asie, et elle a pourtant été jugée éligible, candidate depuis des décennies. Le critère ne se règle donc pas sur une carte. Ce même mot a malgré tout servi à fermer une porte. En 1987, le Maroc a officiellement demandé à rejoindre la communauté européenne, et la réponse fut non, au motif qu'il n'était pas un État européen. Voilà le vrai mur. Si le Maroc, qu'une quinzaine de kilomètres de mer sépare à peine de l'Espagne, n'est pas jugé assez européen, le Canada se trouve, lui, à un océan entier. Le critère tient donc moins à la distance qu'à une appartenance, et cette appartenance est d'abord culturelle. Et c'est là que le Canada s'éloigne vraiment. Appartenir à l'Europe, au sens des traités, c'est partager une histoire, des institutions et une mémoire commune, une même famille politique et culturelle. Le Canada en garde des racines réelles, ses institutions héritées de Londres et un Québec francophone tourné vers la France. Mais au quotidien, son économie, ses médias, sa consommation et ses habitudes vivent dans l'espace nord-américain, bien plus près des États-Unis que de l'Europe. Sur le plan culturel comme sur la carte, le Canada appartient d'abord à un autre ensemble que le club européen. Et même en oubliant ce mur, il faudrait le oui de chacun des 27 membres, 27 parlements ayant chacun un veto. La preuve est déjà là. Le Canada et l'Europe ont signé un simple accord de commerce, le CETA, et près de 10 ans plus tard, il n'est toujours pas ratifié partout, le Sénat français l'ayant même rejeté. Si une simple entente commerciale met une décennie et bloque encore, imagine une adhésion complète. Il faut dire enfin ce qu'est vraiment l'Europe. Au fond, c'est un arrangement entre voisins, des pays collés les uns aux autres qui se sont fait la guerre pendant des siècles et qui ont mis en commun leur charbon, leur monnaie et leurs frontières pour cesser de se battre. Elle a été bâtie pour régler les problèmes du continent, pas pour servir de refuge à un pays d'outre-Atlantique. Passons à la vraie raison, celle qui n'a rien à voir avec le droit, la géographie. En économie, il existe une règle très robuste. Plus deux pays sont proches, plus ils commercent, et plus ils s'éloignent, moins ils échangent. Cette règle a ses exceptions, car la politique peut tout bloquer. La Corée du Nord et la Corée du Sud partagent une frontière et ne commercent presque pas, parce qu'un mur politique annule la proximité. Mais entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de mur, et la proximité joue pleinement. Le Canada est collé au plus grand marché de consommation de la planète, et tout son tissu économique, ses usines, ses camions, ses pipelines, ses habitudes, poussent naturellement vers le sud, au point que les 3/4 de ce qu'il vend au monde partent chez ce seul voisin. Alors vient l'objection, le Canada n'a qu'à vendre ailleurs, en Europe. Mais vendre loin ne se décrète pas, ça se construit, et il faut des entreprises taillées pour franchir l'océan, la langue et les normes. Or, le Canada n'a jamais eu à les bâtir, car pourquoi traverser l'Atlantique quand le client le plus riche du monde se trouve juste en bas, sans douane? C'est tout le piège. Et c'est ce que les tarifs américains mettent à l'épreuve aujourd'hui, ils tendent le lien avec le Sud, sans qu'on remplace pour autant une proximité perdue par de la distance. Il y a enfin la monnaie.
Le Canada possède son dollar canadien, un amortisseur, car lorsque le prix du pétrole et des matières premières s'effondre, il baisse à son tour et amortit le choc pour tout le pays. Adopter l'euro, ce serait jeter cet amortisseur et hériter des décisions d'une banque centrale pensée pour l'Allemagne et la France, jamais pour les cycles du Canada. Le système actuel fonctionne déjà. Et maintenant, la question qui tue. Admettons que tout cela soit possible. À quoi cela servirait-il et que pourraient se vendre le Canada et l'Europe qu'ils ne se vendent pas déjà? Prends l'automobile, entre le Canada et les États-Unis. Une même pièce y traverse la frontière plusieurs fois avant de devenir une voiture. Le moteur d'un côté, l'assemblage de l'autre. Ce balai ne marche que parce que les deux pays sont voisins, et il se briserait au premier vrai coup de transport. Voilà à quoi ressemble une intégration profonde entre économies semblables. Avec l'Europe, séparée par un océan, rien de tel n'existe ni ne pourrait exister. Et l'actualité le confirme, car pour son automobile, le Canada ne se tourne pas vers l'Europe, il se tourne vers la Chine. Il vient d'ouvrir sa porte à des dizaines de milliers de voitures électriques chinoises par an, et il réclame même que des usines chinoises s'installent sur son sol, faute de posséder la technologie pour rivaliser. Le partenaire auto du Canada est donc déjà choisi, et ce n'est pas l'Europe. Alors que reste-t-il à échanger? Le Canada offre surtout des ressources, bois, pétrole, gaz, minéraux, et tout cela se vend déjà très bien par un simple contrat, sans drapeau commun. L'Europe, elle, n'a presque rien de neuf à offrir, puisque l'accès à son marché existe déjà et que le Canada est plus riche par habitant que la moyenne européenne. Il paierait donc pour entrer et recevrait ce qu'il a déjà. Reste l'idée d'assurance, l'Europe qui protégerait le Canada contre l'Amérique. Mais elle ne peut ni remplacer le marché américain, ni se défendre seule sans les Américains. Et son euro ne remplace pas le dollar. Fuir Washington pour se réfugier en Europe, c'est s'assurer chez un client de la même banque. Et le Canada est souvent plus solide que cet assureur supposé, moins endetté et riche en ressources. Et même sur les ressources, l'Europe veut le minerai brut pour fabriquer ses propres batteries, pas les batteries canadiennes. Le contrat de gaz récent le résume bien. Un géant allemand vient de signer pour du gaz canadien, brut, par un simple contrat, sans union ni adhésion. La vraie complémentarité, celle des matières premières, passe par le commerce, pas par le mariage. Admettons encore, et supposons que le Canada accepte de payer pour entrer. Le prix serait énorme, et il frapperait le cœur du pays. Il y aurait d'abord un troisième étage de gouvernement. Aujourd'hui, le pouvoir au Canada se partage entre Ottawa et ses provinces, mais en rejoignant l'Europe, il ajouterait Bruxelles au sommet, et le droit européen passerait avant le reste. Le problème, c'est que Bruxelles déciderait sur des sujets qui, au Canada, appartiennent aux provinces, à commencer par les ressources, qu'Ottawa ne contrôle même pas. La capitale s'engagerait à céder un pouvoir qu'elle ne détient pas. Et regarde le moment choisi. Le Canada peine déjà à se tenir lui-même. Au Québec, un parti souverainiste est en tête à quelques mois d'une élection, avec la promesse d'un référendum, pendant que l'Alberta parle de plus en plus de quitter le pays. C'est ce moment qu'on choisirait pour livrer des pans de souveraineté à Bruxelles. Se fondre dans un géant, quand on a déjà du mal à rester un seul pays, l'idée se contredit elle-même. Et le Canada devrait encore adopter les règles européennes, du climat à l'agriculture, et perdre la main sur son immigration et sa diplomatie, ces sujets qui bloquent déjà le simple accord de commerce. Une question logique surgit alors. Si l'adhésion est si vide, pourquoi le Canada se rapproche-t-il de l'Europe en ce moment? La réponse tient dans la différence entre se rapprocher et se marier. Le Canada fait du sur-mesure. Il coopère là où ça l'arrange sans rien abandonner. Et il vise la seule dépendance à la fois dangereuse et vraiment diversifiable, la défense. Il vient d'entrer dans le grand programme de réarmement européen et pour ses prochains avions de chasse, il lorgne un appareil suédois plutôt que le chasseur américain. Il y gagne un marché, une filière de secours et surtout un levier, car avoir une autre option le rend plus fort face à Washington. Et c'est là que rejoindre l'Europe deviendrait un piège. Dans l'Union, un membre peut faire de la diplomatie, coopérer et signer des contrats avec qui il veut. Mais il perd un pouvoir précis, fixer ses propres droits de douane et conclure ses propres traités de commerce, car cela appartient à Bruxelles seule, qui négocie pour les 27 à la fois. On l'a vu récemment, l'accord tarifaire entre l'Europe et les États-Unis n'a pas été conclu pays par pays, mais par la présidente de la Commission, pour le bloc entier,
à un taux unique pour toute l'Union. La meilleure preuve, c'est le Royaume-Uni, qui depuis qu'il a quitté l'Union, traite de nouveau seul avec Washington. Or, le Canada vient justement de négocier seul son accord avec la Chine, en abaissant ses droits sur les voitures électriques chinoises contre un meilleur accès pour son canola. C'est exactement ce qu'un membre de l'Union ne pourrait pas faire. Bruxelles fixerait ses tarifs à sa place. Un dirigeant européen peut bien se rendre à Pékin et y signer des accords de coopération, mais pas son propre traité de commerce. Rejoindre l'Europe ne donnerait donc pas au Canada un levier de plus. Cela lui retirerait celui qui lui reste, sa liberté de traiter seul avec plusieurs puissances. Alors revenons au point de départ. Le Canada a peur de son voisin et il rêve d'un sauveur de l'autre côté de l'océan. Mais ce sauveur n'existe pas, parce qu'on ne déménage pas un pays et que la géographie ne se signe pas. Le Canada restera collé aux États-Unis demain comme hier. Et ce débat révèle une chose. La peur du voisin ne pousse pas forcément à partir, elle pousse souvent à rester. Au Québec, cette même peur des tarifs américains, celle qui nourrit le rêve européen, produit l'effet inverse chez les électeurs et les pousse à se serrer contre le grand ensemble canadien plutôt qu'à rompre. Quand le dehors devient menaçant, on s'accroche à ce qu'on a. Le vrai choix du Canada n'est donc pas entre Washington et Bruxelles. Il est entre se chercher un protecteur ou se construire une force, transformer ses ressources au lieu de les vendre brutes, apprendre à vendre au monde et se diversifier au lieu de se jeter dans les bras d'un seul partenaire. Car on ne répond pas à une dépendance par une autre, on y répond par la solidité. Et il reste une dernière chose, plus étrange. Regarde qui pousse vraiment cette idée. Le Canada la sonde, hésite, puis passe à autre chose, alors que l'Europe la savoure, avec ce ministre qui sourit et cette salle qui applaudit. Cet écart en dit long, non sur le Canada, mais sur l'Europe. Car l'Europe a une façon bien à elle d'exister. Faute de grande armée, sa vraie puissance, c'est d'absorber, de faire entrer les autres dans ses règles. Elle absorbe les pays de l'Est pour les arracher à la Russie et rêve d'absorber le Canada pour l'arracher à l'Amérique. Elle se présente comme une communauté de règles, mais agit en pôle qui veut attirer les autres dans son orbite. Sauf que cet aimant, puissant chez ses voisins, devient une illusion dès qu'on les tire jusqu'au Canada. L'Europe ne peut ni absorber un pays qui n'est pas européen, ni protéger qui que ce soit des États-Unis, puisqu'elle vit elle-même sous leur parapluie. Ce rêve dit surtout l'ambition d'un continent qui a peur de ne plus compter. Voilà donc un thermomètre à deux faces, la peur d'un pays devant son voisin et l'inquiétude d'un bloc en quête de poids. Le Canada ne deviendra pas européen, non parce que c'est interdit, mais parce que c'est inutile. On ne choisit pas ses voisins, on apprend seulement à vivre avec eux.